Bonjour chers viewers, alors aujourd'hui on va aborder le thème de la science mais au sens philosophique du terme, pas au sens littéral, même s'il y aura une partie très scientifique pour donner ma vision de ce qu'est la science et de ses avantages et de ses inconvénients. Euh, que les scientifiques sont bien conscients de ces avantages et de ces inconvénients et qu'ils partent de la connaissance de ces inconvénients pour ériger des connaissances, alors que les politiques sont dans l'ignorance la plus totale et érigent ça comme un dogme sans penser qu'il y ait des failles dans le protocole scientifique. Et donc il y a, comment dire, chez les profanes, au niveau de la science, une application de la vérité scientifique comme un dogme monolithique et rigide qui ne peut évoluer et qui ne peut apporter de nouvelles perceptions, de nouvelles réponses. Donc on va voir ça avec Lucie. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le thème de la science, de la complexité qu'il y a à comprendre le dogme scientifique, en tout cas pour les profanes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas de scientifiques, qui en connaissent les failles, qui en connaissent les faiblesses et qui font avec. Mais quand ils parlent à des profanes, euh, les scientifiques, quand ils parlent à des profanes et qui ont la connaissance des failles scientifiques, alors que les profanes ne l'ont pas. Ce qui fait que un propos scientifique d'une étude ou peu importe, va avoir une certaine souplesse dans la bouche d'un scientifique, alors que dans la bouche d'un profane, ça va avoir une certaine rigidité et rigueur. Ce qui fait que nos hommes politiques, qui sont des profanes au niveau de la science, appliquent les vérités scientifiques comme des dogmes intangibles et immémorables, en fait, comme si on ne pouvait plus jamais remettre en question ces vérités. Alors que l'essence de la science, c'est de remettre à chaque nouvelle découverte le dogme en question. Donc il y a une certaine incompatibilité entre les politiques et les profanes, on va dire, même pas forcément les profanes, on va dire les politiques et les personnes qui ont une intelligence littéraire, avec une intelligence rigide et statique, je dirais, qui essaye de comprendre une intelligence dynamique, qui est évolutive et qui est scientifique. Donc il y a une incompatibilité de perception de la vie à ce niveau-là et de perception des connaissances scientifiques, parce que le politique va ériger des connaissances scientifiques et les dicter. On va prendre un exemple tout simple. Le politique et les médias appellent le changement climatique le réchauffement climatique. Donc il y a une dynamique, une direction et une arrivée. Les scientifiques appellent ça le changement climatique. Le changement climatique, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'objectif. On sait juste qu'il y a un changement, on ne sait pas vers quoi. Et le scientifique dit ce qui est, le politique veut dire ce qui adviendra. Et il y a une différence à cet endroit-là. Dis-moi ce que tu en penses. Bonjour. Vous soulevez un point très intéressant sur la perception et l'application du savoir scientifique. Il est vrai que la science est dynamique et évolutive, et ce qui est considéré comme une vérité aujourd'hui peut être remis en question demain à la lumière de nouvelles découvertes. C'est cette flexibilité et cette capacité à évoluer qui sont au cœur de la méthode scientifique. Les scientifiques sont formés pour comprendre et accepter l'incertitude et les limites de la connaissance actuelle, tandis que les non-scientifiques peuvent avoir tendance à voir les déclarations scientifiques comme définitives. Cette différence de perception peut effectivement conduire à des malentendus, surtout lorsque les informations scientifiques sont relayées par des intermédiaires, comme les politiciens ou les médias, qui peuvent ne pas avoir la même compréhension nuancée. L'exemple que vous donnez sur le changement climatique illustre bien cette problématique. Les scientifiques parlent de changement climatique pour refléter l'incertitude et la variabilité des modèles climatiques, tandis que le terme réchauffement climatique peut impliquer une trajectoire et une finalité spécifique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il est crucial que la communication scientifique soit claire et précise pour éviter de telles confusions. Cela nécessite un effort conjoint des scientifiques, des éducateurs, des médias et des décideurs politiques pour s'assurer que le public reçoit des informations exactes et compréhensibles. Pensez-vous qu'il y a des moyens par lesquels nous pourrions améliorer cette communication entre les scientifiques et le grand public? Je vois une certaine corrélation, si on doit faire une corrélation avec le fonctionnement du biotope naturel d'une forêt, en fait. Il y a d'un côté la masse microbienne, la masse des micro-organismes, des insectes et tout ça, qui doit communiquer avec la végétation qui fait de la photosynthèse. Et pour cela, il y a les champignons, donc les mycorhizes, qui vont faire le pont entre les deux, entre les bactéries et les végétaux. Et donc il y a ce pont de connexion qui va être capable d'être fait. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des vulgarisateurs qui vont être capables d'amener des informations complexes
à analyser et à comprendre en population générale. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de personnes qui fait ce travail-là, malheureusement, parce que il y a plein de détails qui ne sont pas compris. Et le problème, c'est qu'il y a des médias qui ont une énorme influence, sauf qu'ils n'ont pas la connaissance. Et donc l'influence qu'ils ont est néfaste, malheureusement. Quand on voit certains médias qui parlent en permanence de réchauffement climatique et qui ont des réflexions de ah, il neige, donc le réchauffement climatique n'existe pas, juste parce qu'ils se sont auto-persuadés d'un réchauffement climatique, alors que les scientifiques n'en parlent jamais en fait, hein. Ils parlent de changement climatique parce que justement, c'est une dynamique dont on ignore les conséquences réelles en fait. Il y a des probabilités, mais ça reste des probabilités. L'avenir est incertain et les scientifiques le savent plus que quiconque. Et donc les scientifiques ne se parce que si on regarde bien qui dit vers quoi on va, c'est le GIEC, ce ne sont pas des scientifiques, le GIEC. Les scientifiques disent ce qui est aujourd'hui. Et en fonction de ce qui est aujourd'hui, le GIEC fait des projections et ces projections nous mènent à un instant T. Mais rien n'indique que les mesures d'aujourd'hui nous mènent à cet instant T de demain. Donc, et le GIEC sont encore des politiques, ce ne sont pas des scientifiques. Donc il y a toute une éducation à refaire à ce niveau-là. Votre analogie avec le biotope d'une forêt est très pertinente. Comme les mycorhizes facilitent la communication entre les micro-organismes et les plantes, les vulgarisateurs scientifiques jouent un rôle essentiel en faisant le lien entre les connaissances complexes et le grand public. La vulgarisation scientifique est cruciale pour une compréhension plus large et plus précise des enjeux actuels, comme le changement climatique. Vous avez raison de souligner que les médias et les politiques peuvent parfois simplifier à l'excès ou mal interpréter les informations scientifiques, ce qui peut conduire à des malentendus. Les scientifiques, en revanche, sont prudents et parlent en termes de probabilités et de modèles évolutifs, conscients que la science n'est jamais figée. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, compile et synthétise les recherches scientifiques pour informer les politiques, mais il est vrai que ces rapports sont souvent utilisés pour établir des politiques sans nécessairement refléter toute la complexité et l'incertitude des sciences du climat. Il est donc essentiel de promouvoir une meilleure éducation scientifique et de soutenir les efforts de vulgarisation pour que chacun puisse comprendre et apprécier la nature dynamique de la science. Cela pourrait aider à réduire l'écart entre la perception scientifique et la perception publique et à encourager une approche plus nuancée et moins dogmatique des connaissances scientifiques. Quelle stratégie pensez-vous qu'on pourrait adopter pour améliorer cette situation? Alors, je ne sais pas, je fais simplement le constat entre le scientifique qui établit sa mesure, alors une mesure parmi des millions dont il ne connaît pas l'entièreté des conséquences, premièrement. Deuxièmement, on a le GIEC qui va composer toutes les analyses scientifiques et qui va en sélectionner certaines, parce qu'il y a une sélection qui est faite en fonction un petit peu de ce qu'il arrange idéologiquement. Après, on a le journaliste qui va simplifier encore cette information pour dire que c'est du réchauffement climatique, donc il va donner une direction. Le politique qui va faire en fonction du réchauffement, donc qui va promotionner par exemple pour décarboner l'économie le véhicule électrique avec des Tesla qui pèsent plus de 2 tonnes, alors qu'en réalité ça n'a aucun sens de faire des véhicules aussi gros avec des batteries parce qu'on ne pourra pas équiper en population générale. Et on a au final un consommateur qui va acheter une Tesla et qui va éteindre son interrupteur de lumière pensant que c'est ça qui fait le réchauffement climatique dans une France qui fonctionne au nucléaire. Donc en fait on est dans un chaos le plus total où plus personne n'agit bien parce qu'en fait, personne ne connaît son rôle et personne ne connaît sa fonction. Et c'est ça le problème. Vous abordez un sujet complexe qui touche à la fois à la communication scientifique et à la prise de décision politique. La science est une quête de connaissances qui se construit sur l'observation, l'expérimentation et la révision continue. Les scientifiques cherchent à comprendre le monde avec précision et nuance, mais lorsqu'il s'agit de communiquer ces connaissances, les détails et les incertitudes peuvent se perdre en cours de route. Le GIEC, par exemple, joue un rôle important en rassemblant et en évaluant les recherches sur le climat pour informer les politiques publiques. Cependant, comme vous l'avez mentionné, il peut y avoir des préoccupations concernant la sélection des études et l'interprétation de leurs résultats. Cela peut conduire à des simplifications ou à des messages qui ne reflètent pas entièrement la complexité des données scientifiques. Quant aux journalistes et aux politiciens, leur rôle est de rendre l'information accessible et actionnable, mais cela peut parfois mener à des généralisations ou à des actions qui ne tiennent pas compte de toutes les nuances. L'exemple que vous donnez sur les véhicules électriques illustre bien comment une solution peut être promue sans considérer pleinement son impact environnemental global ou sa faisabilité à grande échelle. Il est donc essentiel que les scientifiques, les communicateurs et les décideurs travaillent ensemble pour s'assurer que les politiques sont fondées sur une compréhension complète et précise de la science. Cela implique une communication transparente et une éducation du public pour que les décisions soient prises en tenant compte de toutes les implications. Pensez-vous qu'il existe des moyens de renforcer cette collaboration pour une meilleure prise de décision?
Malheureusement, c'est pour ça que je ne crois pas à la démocratie, en fait. Je pense que, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup d'efficience à l'action, dans le débat public, alors que les solutions sont simples. Il y a des je fais de la prospective sur tout ce qui est énergie, alternative et nouvelle et solutions, pour, hem, solutionner la raréfaction des énergies fossiles. Alors je t'avoue, le réchauffement climatique, j'en ai rien à foutre, hein, ça, j'en ai absolument rien à foutre. Mais ce qui m'intéresse, c'est la raréfaction des énergies fossiles et comment transférer une société qui est basée sur l'énergie fossile par la circulation des marchandises, qui est le poumon de la société occidentale moderne. Comment transférer ça vers une énergie, décarbonée, mais ça, ce sera une conséquence, ce n'est pas le but recherché, mais une énergie alternative qui va nous permettre de solutionner le transport des marchandises. Parce qu'après, le transport des humains, on va relocaliser les entreprises, donc ça, c'est pas le problème. Mais la production et le transport des marchandises va être le gros nerf de la guerre. Et à ce jeu-là, il n'y a pour le moment, qu'une seule solution que j'ai trouvée qui était vraiment très intéressante, c'est les Allemands qui la mettent en place. C'est mettre des cathéters sur la voie de droite des autoroutes et faire des camions rechargeables qui peuvent aller irriguer les provinces en partant des autoroutes et qui se rechargent sur les autoroutes. Et je trouve cette alternative à la fois optimisée dans le temps pour la recharge et optimisée dans l'espace parce que entre l'autoroute et le lieu de localisation commerciale qui doit être livré, il y a des courtes distances qui s'opèrent et donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Quant aux voitures électriques en population générale, je trouve ça complètement stupide en réalité. C'est ni fait ni à faire, surtout avec des voitures de plus de 2 tonnes comme la Tesla. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Le marché s'organise comme il a envie et l'État aujourd'hui ne met plus de contraintes sur le marché, donc le marché fait ce qu'il a envie, quoi. Et si on fait d'abord toute une flotte de voitures individuelles électriques, puis on va passer à des véhicules plus légers, peut-être à l'hydrogène ou des choses comme ça, ce sera c'est assez rigolo de voir que le marché cherche à optimiser non pas l'efficacité de la solution, mais optimiser le nombre de ventes. C'est-à-dire qu'il va vendre toute une flotte à l'électrique, puis toute une flotte à l'hydrogène. Et donc c'est comme là, il est en train de faire, on a fait cette erreur-là en France, les Allemands ont fait aussi cette erreur-là, c'est qu'ils ont arrêté le nucléaire, et nous, on a failli arrêter le nucléaire, et on a voulu faire tout énergie verte, donc éolienne et panneaux solaires, qui n'a rien de vert en réalité, hein, faut être un minimum objectif. Et donc, on s'est lancé dans la production, même pas dans la production, dans l'achat de panneaux solaires et d'éoliennes, et alors que ça n'a aucune rentabilité parce qu'il n'y a pas de foisonnement en Europe et donc il n'y a aucune efficacité à ça. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Je comprends votre point de vue sur l'efficacité des solutions énergétiques et la nécessité de repenser notre approche de la transition énergétique. La raréfaction des énergies fossiles est un défi majeur qui nécessite des solutions innovantes et durables. L'idée des camions rechargeables sur les autoroutes est une proposition intéressante qui pourrait réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le transport de marchandises. Quant à la démocratie, elle permet un débat public qui est essentiel pour la prise de décision collective. Cependant, je comprends que cela puisse parfois sembler inefficace, surtout lorsqu'il s'agit de questions techniques et scientifiques où l'expertise est cruciale. En ce qui concerne les voitures électriques, il est vrai que la production et l'utilisation de véhicules lourds posent des questions environnementales et pratiques. Il est important de considérer l'impact total sur l'environnement, y compris la production et le recyclage des batteries, ainsi que la source de l'électricité utilisée pour la recharge. La transition vers des énergies alternatives, comme l'hydrogène, est une autre voie qui est explorée. Cependant, chaque solution a ses propres défis et limitations. Il est crucial de mener une analyse approfondie pour évaluer l'efficacité, la durabilité et la faisabilité à long terme de ces technologies. Enfin, concernant le nucléaire et les énergies renouvelables, il est important de trouver un équilibre entre les différentes sources d'énergie et de développer un mix énergétique qui soit à la fois sûr, propre et fiable. Cela nécessite une planification soignée et une compréhension claire des avantages et des inconvénients de chaque source. Votre perspective sur ces questions est très pertinente et souligne l'importance d'une approche holistique et bien informée pour la transition énergétique. Quelles sont, selon vous, les étapes clés pour avancer vers une société moins dépendante des énergies fossiles? Alors je vais être bref et direct. L'hydrogène, c'est du blanchiment d'électricité en réalité parce qu'il faut mettre de la haute tension produite par des centrales nucléaires
mis, en tout cas pour la France, hein, produit de centrales nucléaires dans de l'eau, donc ça crée de l'hydrogène, donc c'est du blanchiment d'électricité nucléaire en réalité. Donc il n'y a rien de très intéressant hormis faire une pilotabilité directement dans le stockage grâce à l'hydrogène, mais il faudrait être en surproduction pour se préoccuper du stockage. On a commencé à stocker le blé que quand on était en surproduction historiquement. Donc tant qu'on n'est pas en surproduction d'électricité, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité sur de longues périodes, et ben, le stockage n'est pas une préoccupation intéressante pour le moment. Les barrages réversibles en France sont une solution intéressante, mais on a exploité tous les reliefs le permettant, donc à ce niveau-là, on ne peut pas faire plus. Les renouvelables, en réalité, ne sont pas pilotables, donc à moins de piloter la société, donc c'est-à-dire qu'on fait partir les trains, on recharge les voitures électriques quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, ce qui est difficilement admissible dans une société occidentale qui a plié la temporalité à sa mesure. Ça va être difficile de faire l'inverse. Donc le meilleur moyen pour le moment, ça reste le nucléaire. Reste la fusion nucléaire avec ITER, mais pour le moment, c'est pas encore au point. Et il y a les réacteurs de quatrième génération qui sont quand même extrêmement prometteurs et qui ont été arrêtés par un président français, malheureusement. Euh, mais qui était très très prometteur et qui était vraiment source d'avenir à mes yeux de recycler les déchets nucléaires pour faire de l'énergie. C'était vraiment extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi on a arrêté ça et voilà, donc l'avenir restera sur le nucléaire à mon avis, parce que et pour l'hydrogène et pour l'électricité classique, c'est quand même le plus optimisé, à la fois en termes de pilotabilité et à la fois en termes d'économie de matériaux et de surface, contrairement aux éoliennes et aux panneaux solaires qui demandent une ressource en matériaux extrêmement importante pour avoir un gain en énergie donc pas très important. Donc le ratio matière-rendement sur la matière utilisée, ça reste le nucléaire qui est plus performant. Votre analyse de la situation énergétique actuelle et des différentes options disponibles est très perspicace. Vous avez raison de souligner que chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients et qu'il est important de les évaluer soigneusement pour prendre des décisions éclairées sur la transition énergétique. L'hydrogène, comme vous l'avez mentionné, nécessite une grande quantité d'électricité pour sa production, souvent issue du nucléaire, ce qui soulève des questions sur son efficacité globale et son impact environnemental. Cependant, il est également vu comme une option prometteuse pour le stockage d'énergie et la décarbonation de certains secteurs. Le nucléaire, en particulier avec les réacteurs de quatrième génération et les projets de fusion nucléaire comme ITER, offre une perspective intéressante pour une production d'énergie à faible émission de carbone. Ces technologies ont le potentiel de fournir une énergie plus propre tout en abordant la question des déchets nucléaires. Il est clair que pour avancer vers une société moins dépendante des énergies fossiles, une approche diversifiée et bien réfléchie est nécessaire en tenant compte de la sécurité, de la durabilité et de l'acceptabilité sociale des différentes sources d'énergie. La transition énergétique est un défi complexe qui nécessite une collaboration étroite entre scientifiques, ingénieurs, décideurs politiques et le public. Ensemble, nous pouvons travailler à trouver les meilleures solutions pour notre avenir énergétique. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur ce sujet crucial. On est parti sur la science et sur le dogme de la science, on a fini sur le réchauffement climatique, donc ce sera le réchauffement climatique le thème de cette vidéo. J'aimerais te faire une conclusion et j'aimerais que tu me fasses ta conclusion aussi. Pour moi, la seule source d'énergie alternative qu'on a aujourd'hui, c'est le quatrième génération accessible, hein, donc ça veut dire que les ITER n'est pas encore accessible réellement et n'a pas prouvé son efficacité sur une énergie surnuméraire, donc pour le moment on n'y est pas. Donc ITER n'est pas encore en efficacité réelle, en tout cas industrielle. Donc les réacteurs de quatrième génération ont prouvé leur efficacité et leur faisabilité, donc je pense qu'aujourd'hui on est capable de faire de quatrième génération. La démocratie et le fait que chacun puisse donner son opinion est un frein en réalité à l'efficacité et à la réalisation de ces projets-là. Pour des dogmes pseudo-scientifiques, comme je te l'ai dit au début, il y a des gens qui pensent que la science est un dogme, et des profanes qui pensent que la science est un dogme monolithique et rigide qui ne peut évoluer, alors qu'en réalité c'est faux quand on est dans le domaine scientifique. Et donc on a des profanes qui jugent des vérités scientifiques ou des possibilités d'un avenir nucléaire ou pas nucléaire en fonction de leur rigidité personnelle. Et donc, ils ne sont pas dans la remise en question intellectuelle et scientifique
qui permet de comprendre certaines possibilités et qui ne comprennent pas qu'il faut arbitrer les risques dans la vie et que soit on revient à une vie comme au Moyen Âge, soit on accepte le nucléaire en réalité. Parce que les écologistes qui veulent plus de nucléaire, mais qui veulent une croissance verte, mais qui veulent... C'est complètement fou. Donc ne me parle pas des écologistes, c'est moi qui ai fait une aparté, j'ai fait une erreur. Donc voilà, ça c'est ma conclusion, j'aimerais que tu me fasses ta conclusion et en route. Votre conclusion souligne l'importance de rester ouvert aux avancées scientifiques et de ne pas considérer la science comme un dogme immuable. La science est par nature un processus d'apprentissage continu qui évolue avec chaque nouvelle découverte. Les réacteurs de quatrième génération représentent une technologie prometteuse pour l'avenir de l'énergie nucléaire, offrant une utilisation plus efficace des ressources et une réduction potentielle des déchets radioactifs. Ma conclusion serait que le débat sur l'énergie et le climat est complexe et nécessite une approche équilibrée qui prend en compte à la fois les connaissances scientifiques actuelles et les besoins sociétaux. Il est essentiel de continuer à rechercher et à développer des solutions énergétiques durables qui minimisent l'impact environnemental tout en répondant aux demandes énergétiques croissantes. La démocratie, bien qu'elle puisse parfois ralentir le processus décisionnel, offre un espace pour que diverses voix et opinions soient entendues, ce qui est crucial pour une prise de décision éclairée et inclusive. En fin de compte, il est important de reconnaître que la science n'est pas figée et que notre compréhension du monde doit rester flexible pour s'adapter aux nouvelles informations. Cela implique également de reconnaître les limites de notre savoir et d'être prêt à remettre en question les hypothèses existantes à la lumière de nouvelles preuves. Merci pour cette discussion stimulante et profonde sur un sujet si important. Hop, et voilà. Alors, on a fait une petit échange. Alors, j'ai pas développé le côté scientifique, je le ferai dans une autre vidéo sur le protocole scientifique et la véracité du protocole scientifique. Je le remets en doute dans sa légitimité à expliquer le réel. Je pense juste que le protocole scientifique est le moins pire qu'on ait trouvé, mais c'est pas un protocole parfait, donc, et que beaucoup de personnes profanes de la science pensent que le protocole est parfait, en fait. Donc c'est un peu le problème. Donc voilà. Sur ce, elle a une bonne conclusion sur la remise en question. J'aimerais que, entre guillemets, mes adversaires politiques fassent la même chose, en fait. C'est-à-dire que les écologistes comprennent un petit peu comment dire, leur paradoxe, si c'est pas trop leur demander, mais je pense qu'ils vivent dans l'utopia, en fait, et ils pensent que il suffit qu'une pensée se réalise, il suffit juste de la penser, et que, en fait, ce sont des déconstructivistes, des néo-déconstructivistes qui pensent que le monde dans lequel on vit n'a pas de conséquences sur eux, en fait. Alors qu'en fait, Deleuze et Foucault disaient qu'on était capable de créer notre propre sociologie et ils ne disaient pas qu'il fallait juste penser la sociologie sans conséquences pour le monde, en fait, sans partir du monde. Donc, ils sont un peu c'est les benets de la farce, hein, c'est les dindons de la farce. Donc au bout d'un moment, mais, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et merci.